Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Lorsqu'on prend les relevés de notes de certains élèves qui ont fait la série D ou la série C, après le baccalauréat bien entendu, on constate qu'ils ont réussi à un bac D indice A ou à un bac C indice A. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont en filière scientifique, mais ce sont les matières littéraires qui leur ont permis de réussir. Quand la chose fonctionne de cette manière, dès que ces élèves arrivent au supérieur, à l'université, certaines facultés leur seront fermées parce qu'on va exiger des moyennes supérieures ou égales à 12 dans leur matière de base. Et juste à côté, quand on observe l'effectif des étudiants au niveau universitaire, surtout dans le public, eh bien, on constate que l'effectif des étudiants dans les formations littéraires est plus élevé que ceux qui sont dans les formations scientifiques. Le ministère de l'enseignement primaire secondaire a décidé de changer la donne. Mais pour changer la donne, il faut prendre le problème par la racine. Et la racine, c'est d'élaborer un document intitulé « Normes d'enseignement des sciences mathématiques, technologie et ingénierie ». Pour le faire, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a reçu l'appui financier de l'UNICEF qui a accompagné donc le ministère pour élaborer ce document très important. Et si le contenu de ce document venait à être véritablement mis en œuvre, la donne va changer et beaucoup d'élèves ne vont plus redouter les matières dites matières scientifiques. Ils vont aimer très bien les matières scientifiques, ils vont réussir à le faire si aisément de toute façon. Pour le faire, le ministère a fait appel à un consultant qui s'y connaît très bien dans le domaine. Eh bien, c'est lui que nous recevons dans cette émission pour nous dire le contenu de ce document et ses enjeux pour la formation des enseignants d'abord et la transmission des connaissances en sciences et technologies aux élèves. Débat thématique, c'est dans un instant. Monsieur Afanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel Tohi. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs, téléspectatrices en fait, téléspectateurs de la télévision togolaise. Vous êtes passé, c'est vrai, plusieurs fois sur ce plateau, mais pas en tant que consultant. Mais aujourd'hui, c'est avec la casquette de consultant que vous êtes sur ce plateau parce que c'est vous qui avez été identifié par le ministère de l'enseignement primaire secondaire pour l'accompagner, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour élaborer le document très important d'enseignement innovant, voilà, des mathématiques, des sciences et technologies. Quand on parle des normes et standards d'enseignement, eh bien, des sciences et technologies, à quoi on veut faire allusion? C'est une question assez capitale. À l'entrée, vous avez bien situé le problème, en fait. Quand on prend les relevés aujourd'hui, bac 1, bac 2, des élèves en série C, D, je peux m'ajouter les élèves de la série E, on se rend compte que la moyenne en mathématiques tourne autour de 6. Et en D, la moyenne en mathématiques tourne autour de 7 également. La physique est un tout petit peu élevée. La moyenne tourne autour de 8, en fait. C'est très mauvais. Et c'est ce constat que le ministère a fait et pour permettre en fait à ces jeunes d'intégrer les facultés et les écoles universitaires avec un bagage conséquent. Le ministère a mis en place l'élaboration de ce référentiel. Donc il faut bien cadrer les choses. C'est un référentiel normes et standards de l'environnement, enseignement, apprentissage pratique des sciences et de la technologie, STEM en fait. Donc quand on parle de normes ici, il faut savoir que une norme, c'est une boussole. C'est une somme d'informations structurées, élaborées, vers lesquelles les utilisateurs sont appelés à diriger en fait. Donc tout ce qui doit se faire à partir du moment où ce document état est mis en service, c'est de se conférer à ce référentiel et d'organiser l'enseignement secondaire au collège et au lycée dans la lignée de ce qui est prescrit dans ce document. Les normes, c'est ce qui est respecté dans tous les plans en fait. Il faut dire, si vous prenez votre véhicule, vous rentrez sur la voie par exemple, vous ne pouvez pas vous prendre la loisiveté de rouler à gauche en fait. Vous devez rouler à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle une norme. Donc, dans le paysage de l'enseignement, ce document est un document qui va pouvoir élever l'enseignement au Togo et il est très pratique à utiliser et à être connu par tout le monde. Remercions M. Asfanou, M. le consultant.
pour cette clarification du concept de normes, du référentiel appliqué aux sciences et technologies. Nous allons vivre une situation d'enseignement des mathématiques et des sciences physiques dans un établissement. L'eau mélangée à la soude donne l'eau salée. Devant ses élèves, un enseignant avec des instruments de laboratoire pour une phase expérimentale du cours afin d'allier la théorie à la pratique. Voilà. En conclusion, l'expérience 1 donne une détonation, ce qui veut dire que ce tube contient du dihydrogène. Aujourd'hui, ce système est beaucoup appliqué dans les établissements, une manière de permettre aux apprenants d'assimiler plus vite les leçons et bien vivre la réalité. Ça nous permet de pouvoir comprendre le cours, les définitions et tout ce que le professeur nous donne dans le cahier. Cela nous permet de pouvoir mieux cerner et de mieux comprendre parce que nous voyons avec nos yeux tout ce que les professeurs nous disent et nous essayons de mettre en application. À travers cette bonne pratique, le gouvernement mène aujourd'hui des efforts et dote certains établissements de laboratoires pour que les leçons dispensées soient en phase avec la réalité. Ne serait qu'une simple manipulation devant ces élèves. Ils comprennent mieux que s'il faut bavarder, dire bon, noter. Et ils gardent ça en tête. Même peut-être pendant les évaluations, s'il a oublié la phrase, mais il peut garder l'image de ce que nous avons fait lors de la manipulation. Et en son propre français, dans ses idées, il va concevoir la réponse que nous demandons. C'est dit que les laboratoires sont d'une importance capitale dans l'éducation des élèves, d'où ces phases expérimentales dans certaines matières, notamment physique, biologie, chimie, mécanique, électricité. Ils touchent du doigt la réalité. Ce qui se passe dans les classes, théoriquement, sont appliqués. Vous avez vu les éprouvettes, vous avez vu le globe oculaire, les reins, les solutions. Ça enrichit aujourd'hui leur apprentissage. Nous ne pouvons pas ne pas remercier les autorités de ce pays qui dotent les établissements du matériel. Ici, par exemple, c'est le matériel, la plupart offert par le projet PAREC 2. Vous savez que c'est un projet du gouvernement. Et on ne peut que leur dire merci, les encourager. L'engagement du gouvernement, c'est d'enrichir l'apprentissage des élèves afin que les cours soient vite compris et améliorer le taux de réussite, mais aussi encourager certains apprenants à embrasser la filière scientifique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui même, on peut qualifier de démonstration de 4 travaux pratiques et c'est ce qui se fait d'habitude. Il y a un changement en termes de comportement au niveau des élèves, en termes même d'acquisition des compétences, en termes de transfert de ces compétences à l'endroit de leurs camarades. Nous assistons aujourd'hui à des élèves qui expliquent même le cours à la place même des professeurs. Or, vous savez bien que leur langue est beaucoup plus accessible même par leurs camarades que celle utilisée par le professeur. Certains établissements ont acquis ces laboratoires grâce à un projet du gouvernement, le PAREC 2, projet d'appui à la réforme des collèges. Un projet pour améliorer la qualité de l'apprentissage à travers la mise en place des infrastructures d'accueil. Pour que le document soit élaboré, il a fallu probablement plusieurs séances. Rappelez-nous rapidement les étapes avant qu'on écoute le directeur de l'enseignement secondaire général. Le référentiel, c'est un long parcours, ça fait pratiquement une année en fait. Le document vient d'être bouclé et est sur le bureau de Monsieur le ministre pour la préface. C'est un document qui a duré pratiquement une année. On a eu les travaux préparatoires à Thiviers. Donc ces travaux ont duré une semaine et a regroupé les experts, les directeurs des différents services et départements du ministère de l'Éducation. Et c'est là qu'on a jeté les bases de l'élaboration de ce document. À la suite de cela, moi j'ai recueilli les informations nécessaires qui m'ont permis en fait d'élaborer en fait un draft de ce document. Et puis on s'est retrouvé avec la même équipe, mais beaucoup plus élargie en fait, au niveau des directeurs, au niveau des inspecteurs, à Palimé également. Pendant une semaine, deux séances de travail, en fait, 3 jours pour un groupe et puis 2 jours pour un groupe beaucoup plus élargi pour valider le travail que j'ai eu le temps de préparer. Donc, entre ces 2 séances de travail, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de recherches, beaucoup d'expertise, beaucoup de déplacements sur les écoles afin de recueillir des informations nécessaires. Donc, c'est un travail d'une année complètement et qui a réuni tous les experts du ministère de l'Éducation.
Alors, vous comprenez, fidèles téléspectateurs, que pour élaborer un document sur les normes d'enseignement des mathématiques, sciences physiques, ingénierie, technologie, eh bien, ça prend du temps, heureusement. Le consultant et toute l'équipe du ministère, ils sont arrivés au bout du tunnel. Le bout du tunnel, comme il vient de le dire, c'est que le document est aujourd'hui disponible. Et parce qu'il est disponible, eh bien, on peut savoir quel est le contenu. Mais bien avant, nous allons suivre le directeur de l'enseignement secondaire général, voilà, le directeur Saba, que nous avons interviewé à la validation de ce document à Palimé. Cette rencontre de Palimé nous a permis de finaliser et de valider un document cadre nécessaire pour créer un environnement serein pour l'enseignement des sciences expérimentales au Togo. Dans ce document, nous pouvons trouver les normes et standards des constructions de laboratoires, l'équipement entier dans toutes les thématiques, mécanique, électricité, SVT, chimie, électromagnétisme, qu'on doit retrouver dans un laboratoire. Et nous avions ajouté également le numérique. Donc ce document, tous les acteurs du système devaient s'en inspirer, devaient l'exploiter pour que, franchement, il y ait une amélioration de la qualité de l'enseignement des sciences. Monsieur Fonou, j'ai eu l'occasion par ton truchement de parcourir le document. Et ce document est structuré en 3 grandes parties. La première partie, c'est l'architecture d'un laboratoire. La seconde partie, c'est le matériel constitutif d'un laboratoire. Et la troisième partie, c'est le numérique et la formation des enseignants. Normes de laboratoire, parce qu'on va ramener les enfants dans un environnement où ils vont réaliser des laboratoires, de la pratique en fait. Donc un laboratoire, il faut une norme au niveau de la construction architecturale. Il faut un plan, il faut que le plan respecte les normes. Quels sont les matériaux de construction? Combien de portes il faut? Combien de fenêtres il faut? Quel volume d'aération, de changement de volume d'air en fait au niveau du bâtiment? Les paillasses, les éviers de paillasse, les armoires de disposition. Donc il y a une norme que nous avons élaborée aujourd'hui avec les responsables sur la construction de laboratoire. Donc si une école aujourd'hui, où qu'il soit, veut construire un laboratoire ou un partenaire veut aider le pays à construire un laboratoire, il y a un document. Il y a une norme, il y a un plan sur lequel on doit pouvoir fonctionner. Ça n'existait pas. Donc, c'est un outil très important. En dehors de cela, il y a l'équipement du laboratoire. Quand on parle de laboratoire des sciences et technologies, le matériel, quel est le matériel à fournir en physique, en chimie, en SVT? Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 laboratoires séparés. Un laboratoire de physique-chimie et un laboratoire de SVT, en fait. Ou soit un laboratoire de physique-chimie SVT qui est évolutif, qui peut aller vers un laboratoire de SVT à part. Donc, quels sont les équipements nécessaires à mettre dans le laboratoire en fonction du contenu du programme de la 6e jusqu'en terminale? Nous avons plusieurs élèves, en fait, qui terminent leur bac D et leur bac C, qui n'ont jamais réalisé l'identification des ions, l'électrolyse de l'eau, la titimétrie, l'oxydoréduction. Et ça, c'est des choses à bannir, en fait, dans notre pays, en fait. On ne peut plus enseigner comme ça. Les élèves sont appelés, en fait, à exceller dans leur matière pour pouvoir mettre le pays sur la voie de développement. L'autre côté, c'est le numérique et la formation des enseignants. Il faut dire qu'on a beau construire un laboratoire, on a beau équiper ce laboratoire, mais s'il n'y a pas l'expertise, le laboratoire restera là. Malheureusement, j'ai fait le tour en fait de plusieurs écoles et je suis surpris par l'existence de laboratoires ou du matériel dans plusieurs écoles en fait. Mais ces matériels ne sont pas utilisés, ces laboratoires ne sont pas utilisés. Parce que les enseignants ne sont pas formés. Les enseignants ne sont pas formés. Les enseignants ne sont pas formés. Et j'en ai rencontré qui m'ont dit, oui, à l'université, moi j'ai fait 4 ou 5 laboratoires sur mon parcours pour arriver au niveau licence et ça fait 15 ans que je donne cours. Et comment je peux passer maintenant à commencer à faire la pratique? Donc la suite en fait de ce document, c'est la mise en application, l'élaboration d'un vaste projet de formation des enseignants. Il faut former les enseignants, ça va être une formation répétitive. Ces formations donneront accès à l'élaboration des protocoles que l'enseignant peut utiliser dans les salles de classe. En dehors de ces protocoles, les élèves doivent pouvoir réaliser leur propre rapport sur ce qu'ils ont réalisé. Et ces rapports doivent faire partie intégrante de l'évaluation. L'évaluation ne sera plus seulement théorique, quelque chose qu'on a bûché par cœur, qu'on a copié sur une feuille. Non, mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement au niveau de la physique, au
niveau de l'électro, au niveau de l'électricité, au niveau de la mathématique, au niveau de la chimie, au niveau de SVT. Donc cet aspect formation, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas faire tout ce travail en oubliant le numérique en fait. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc nous avons intégré un gros bagage du numérique en fait dans ce référentiel. Déjà dans le laboratoire, il faut du numérique, plus pour faire des expériences assistées par ordinateur. Il faut une salle de numérique où les élèves apprennent déjà à faire du codage, les élèves apprennent déjà à faire du DAO, CAO, c'est déjà dans le programme en fait, le PCT en fait, qui est mis en application depuis bientôt 6 ans. Mais ici, il s'agit de passer vraiment au concret. Donc c'est ça les grandes étapes en fait de ce référentiel, l'architecture du laboratoire, l'équipement du laboratoire et le numérique et la formation des enseignants qui est, je dirais, une racine principale en fait de ce document. Fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes en train de saliver si jamais le contenu de ce document venait à être mis en œuvre, eh bien, nos enfants auront des compétences opérationnelles. Ah oui, ils ont des compétences opérationnelles. Alors, le consultant que nous avons sur le plateau, M. Afanou, il est lui-même fondateur d'une école de sciences et technologies. En question de curiosité, est-ce que tout ce qui vient de lister, le plan architectural, les accessoires du bâtiment, le numérique, la sécurité, si on va aujourd'hui à OPEM, est-ce qu'on peut voir ce modèle-là, par exemple, dans votre établissement? Oui, sans hésitation. La base de OPEM, c'est de respecter les standards, les normes d'enseignement. Ce qui fait que à OPEM, depuis la classe de 6e, chaque élève a 2 heures de laboratoire. Ces 2 heures appliquées, comme on a 2 heures de mathématiques, 2 heures de physique, il arrive l'heure où l'enfant porte sa blouse et va au laboratoire. Dans certaines classes, c'est même 3 heures de laboratoire. Nous avons un laboratoire standard qui est normalisé. Nous avons des matériels qui sont équipés. C'est du matériel que je ramène généralement de Bruxelles, Paris, Allemagne. Il y a même certaines personnes de l'université qui viennent prendre des réactifs chez nous. Et les enseignants sont formés et suivent des formations. Donc, tout ce qui est relevé dans ce référentiel, ce sont des choses que nous appliquons à la lettre à OPEM et que nous continuons toujours à améliorer pour être au niveau de ce qui se fait à l'international. Et c'est de ça que le ministère veut tendre la dynamique de l'enseignement des sciences et de la technologie. C'est ça. Alors, vous comprenez, fidèles téléspectateurs, que le consultant n'a pas été choisi au hasard parce que lui-même, il met en application tout ce qu'il a proposé dans le document consensuellement et validé d'ailleurs par les collaborateurs du ministre. Voilà, qui s'y connaissent notamment dans le domaine. La deuxième grande partie donc, de ce document, je l'avais dit en temps, c'est le matériel constitutif d'un laboratoire. Monsieur Afanou, dites-nous très rapidement de quoi il est question là-bas. Voilà, le matériel de laboratoire. Nous avons par exemple des domaines différents quand je prends la physique. En physique, nous avons l'électricité, nous avons le magnétisme, nous avons la mécanique, nous avons l'optique en fait. Ce sont des domaines qui complètent, qui élaborent un tout petit, qui constituent les compétences à développer dans le domaine de la physique. Dans chacun de ces domaines, nous avons identifié les matériels que l'enfant doit utiliser en 6e, en 5e, en 4e, jusqu'en terminale. Donc ces matériels sont élaborés à la fois en mécanique, en physique, en chimie et en SVT. Donc il y a toute une liste, une école aujourd'hui qui veut, équiper son laboratoire. Rien qu'en matériel de physique pour le collège. Quand il prend ce document, il a la liste de tous les matériels dont il a besoin. Donc c'est un document, qui est d'une utilisation importante pour tous les acteurs de l'éducation. Que vous soyez directeur d'école, que vous soyez enseignant, que vous soyez inspecteur. Donc, c'est un document qui est très pratique, en fait. Donc, quel que soit le besoin d'une école, aussi privée ou publique, il a tout le besoin, en fait, dans ce document. Donc, le matériel a été listé pour le niveau, c'est-à-dire le collège, le lycée, et le matériel a été également listé par classe. Donc, une classe de 6e, par exemple, moi, pour l'instant, je n'ai pas de financement, je n'ai pas de budget. Je veux juste financer, équiper un laboratoire pour la classe de 6e.
Je veux juste équiper un laboratoire pour la classe de 5e. Et nous avons tenu compte également du fait que certains matériels utilisés en 6e peuvent être utilisés également en 5e, en fait. Donc, une liste est élaborée, est annexée, en fait, à ce document. Et le responsable d'école, le directeur d'école ou l'inspecteur peut s'en inspirer et pouvoir équiper. Et cet équipement ne doit pas être fait non plus en une fois. Ça peut se faire d'une façon progressive, en fait. Mais l'engagement, c'est que l'école change, la méthodologie d'enseignement change et que les élèves commencent en fait à réaliser purement de la pratique, à mettre leurs propres mots sur des choses qu'ils ont réalisées pour comprendre d'une façon, je dirais, intrinsèque les fondements de ce qu'on appelle les sciences, la technologie, l'ingénierie et mathématiques. En vous écoutant, un élève qui excelle très bien dans les connaissances en mécanique, dans les connaissances optiques, magnétiques, il peut faire quelle école de formation pour déboucher sur quel métier dans la vie? L'orientation scolaire, c'est quelque chose qui est difficile pour ceux qui même font l'orientation et c'est difficile pour les élèves également parce que les élèves ne font pas de la pratique. L'enfant qui fait de la pratique, l'enfant qui fait des laboratoires en chimie, en physique, en SVT et l'enfant qui fait l'informatique appliquée, l'enfant qui fait de la technologie, il verra très bien en quoi il est doué. On peut ne pas aimer la chimie, mais on aimera forcément l'électricité. On peut ne pas aimer l'électricité, mais on aimera forcément la mécanique, en fait. Donc, l'enfant qui est bien en mécanique, il peut facilement s'orienter vers les séries comme la série E ou la série F1, ce qui sont des séries de mécaniciens. La E, pour pouvoir devenir un ingénieur, en fait, en automatisation, en robotique, en mécanique, en génie mécanique. La F1, pour devenir un technicien supérieur, un licencié, en fait, toujours en mécanique, en fait. L'enfant qui excelle bien dans les sciences et les vies de la Terre, SVT, peut évoluer en pharmacie, en médecine, en biologie, vers les métiers de santé, en fait. L'enfant qui est très bien en codage, en fait. C'est pour ça qu'il est très important. Dans ce référentiel, nous avons évoqué la nécessité d'introduire certains logiciels de programmation, comme Scratch, par exemple, depuis la classe de 6e. C'est ce que nous faisons à OPEM. Donc, l'enfant peut facilement se dire, ah oui, moi, je me retrouve bien dans le codage. J'arrive, en fait, à développer un algorithme et à pouvoir écrire des applications en 5e et en 6e. Je veux faire l'intelligence artificielle. Non, je veux faire du big data. Je veux faire du développement, en fait. Donc, cette dynamique d'enseignement a un double fonctionnement. Elle permettra aux élèves d'exceller dans des domaines, ouvrira les yeux aux élèves pour pouvoir faire un bon choix opérationnel quand ils arriveront à l'université, s'incruster dans le marché de l'emploi en fonction de ce qu'ils ont en eux, les vocations qu'ils ont en eux et qu'ils ont su développer, en fait, à l'école. La pratique est un passage indispensable pour que l'enfant sache en quoi il est capable, Marcel. Nous sommes véritablement bien informés du contenu de ce document à travers les explications données par notre consultant. Et nous abordons la dernière manche de cette émission. La dernière manche, c'est la troisième partie du document. Voilà, la troisième partie du document qui parle du numérique et la formation des enseignants sur les STEM. Voilà. Il y a la salle informatique numérique, la formation des enseignants en sciences, la formation des enseignants en informatique, la formation des enseignants sur la technologie. Voilà. Allons-y. Donc, la première partie, nous allons parler d'abord du numérique, avant d'aborder sur le gros lot qui est la formation des enseignants. Voilà. Aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles où on n'a pas du numérique, en fait. Le numérique, le digital est devenu une partie intégrante de la pédagogie. Ce qu'on appelle dans les réunions la technopédagogie, c'est-à-dire la technologie qui s'intègre, en fait, dans le numérique. Aujourd'hui, dans les salles de classe, on doit avoir des écrans. Donc, si le matériel ou le sujet sur lequel porte le chapitre, ce qu'on appelle l'outil pédagogique, l'objet pédagogique, on ne peut pas le ramener devant l'élève en vrai. On doit pouvoir présenter une photo, une vidéo sur laquelle l'enfant va voir de quoi porte le sujet. En fait, le numérique est très important. Dans ce numérique également, l'enfant doit commencer en fait à coder, comme je l'ai dit précédemment. Le codage, quel que soit ce qu'on désire, le monde mute de la robotique, de l'automatisation vers l'intelligence artificielle. Et c'est dommage que c'est à l'université que nos élèves découvrent les claviers, les langages de codage, en fait. Déjà, au collège, au lycée, les élèves doivent commencer à programmer. Et donc, l'école, dans le programme, dans le référentiel, l'école disposera également d'une salle informatique. Nous avons le plan de la salle informatique, l'équipement de la salle informatique et les matériels à utiliser dans cette salle informatique. En dehors des logiciels de programmation qu'on a cités, plusieurs logiciels
logiciels. Il y a le Scratch, il y a le Visual Basic, il y a le C++, il y a Arduino, qui est un outil très important développé dans plusieurs outils d'école que nous développons également à OPEM. Nous avons également les outils de DAO, CAO, dessin assisté par ordinateur, dont AutoCAD, SolidWorks, Katia un peu plus avancé, rien que AutoCAD, SolidWorks sont des outils déjà à mettre en place. Nous avons des élèves qui sont en 5e, en 4e, qui dans leur tête veulent devenir des architectes. Mais s'ils ne touchent pas la capacité de pouvoir dessiner, on a le PCT, mais la technologie est toujours théorique en fait. La technologie, c'est pas théorique. Il faut savoir que la technologie, c'est le produit de la maîtrise de la science. La science appliquée, quand elle est maîtrisée, elle est transformée en technologie. C'est la technologie qui est mise au service du développement de la nation. Le DAO, CAO, c'est également un domaine dans lequel un élève peut faire un parcours et gérer en fait un atelier ou un bureau d'études en DAO, CAO de toute sa vie en fait. C'est un domaine de métier. Donc ça, ce sont les deux bases du numérique. Donc développement, programmation et codage et le DAO, CAO. Maintenant, le numérique doit intégrer la vie de l'école. Il y a encore plusieurs écoles qui sortent aujourd'hui des bulletins sur papier où tous les notes sont écrits par un bic. Ça, il faut dépasser ces choses, il faut archiver, il faut intégrer un niveau élevé. Le monde évolue et la préoccupation ministérielle, c'est d'élever le niveau éducatif pour qu'on soit plus ou moins en phase avec ce qui se fait à l'international. Donc le numérique, les administrations, le directeur de l'école, les proviseurs, les censeurs doivent avoir du numérique et doivent avoir une formation basique dans les produits Office et pouvoir administrer leur école avec du numérique. Il y a beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui, chez nous à OPEM, tous les enseignants ont leur propre ordinateur, tous les cours sont numérisés et certains cours peuvent être également mis en ligne en fait. Il y a de la recherche. Il y a la recherche. Aujourd'hui, avec Google, YouTube, ce sont des compléments de ce que l'enseignant fait en classe. Et donc, c'est numérique. Même l'enseignant qui doit donner son cours, qui doit préparer son cours aujourd'hui, doit aller savoir ce qui se fait dans tel pays, dans tel domaine, quelles sont les expériences que je peux montrer aux élèves. Le numérique fait partie intégrante, en fait. On ne peut pas enseigner aujourd'hui en écartant le numérique. Voilà ce qui concerne cet aspect. Le dernier volet, la formation des enseignants, ça, je dirais, ça vaudrait même l'élaboration d'un autre document. Ça vaudrait même l'élaboration. On ne l'a pas fait, mais on a inclus tous les besoins dans ce référentiel. Donc, je dirais, il faut ouvrir maintenant un projet de formation des enseignants. Je dirais, à OPEM, on ne parle pas d'enseignants, mais on parle plutôt de coordinateurs de projet. Parce que les enseignants que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. Les enseignants qui n'arrivent pas à faire de la pratique en physique, en chimie, en SVT, ce n'est nullement leur faute. Ce sont des enseignants qui ont reçu la formation théorique. Et on ne s'improvise pas praticien. On ne rentre pas dans un laboratoire pour dire la place a dit que si vous faites passer du courant dans un conducteur mobile placé dans un champ magnétique, le conducteur se déplace. Et donc, je vais faire ça. On ne fait pas ça. Donc, un laboratoire, quel que soit le laboratoire que vous allez faire depuis la 6e jusqu'en terminale, ça demande un travail en amont. Ça demande un travail précieux, minutieux à faire. Dans les écoles de formation des enseignants. Voilà. Dans les écoles de formation des enseignants. On a eu également les responsables de l'ENS qui étaient venus dans cette formation. Donc, on doit développer aujourd'hui un nouveau plan de formation des enseignants avec un programme bien rythmé. Voilà, la durée de formation, ce que l'enseignant doit faire durant la formation, le rapport qu'il doit faire, et puis il faut un suivi. Il faut vérifier que ce que l'enseignant a eu durant cette formation est mis en application quand il retourne en classe. Parce que les end-users, les bénéficiaires, ce sont les élèves, en fait. Voilà. Donc, ce domaine est très important parce que les enseignants ne sont pas formés. Nous vivons dans un cercle cyclique d'enseignement théorique. Donc, les enseignants ont reçu une formation théorique, ils sont devant les élèves, ils donnent une formation théorique. Nous avons l'obligation de casser ce cercle pour pouvoir repositionner les élèves sur une nouvelle dynamique d'enseignement et qui doit pouvoir lancer ce pays vers le vrai développement industriel. Alors, monsieur le consultant, qui dit enseignant, dit personnel d'encadrement parce que les patrons des enseignants, c'est les inspecteurs. Alors, est-ce qu'eux aussi sont pris en compte ou bien est-ce qu'il faut une formation particulière pour aussi ce personnel d'encadrement spécialisé sur les disciplines ou les matières qui rentrent dans les normes d'enseignement que vous avez là? Oui, dans les réunions que nous avons faites jusque-là, les inspecteurs sont avec nous, les jeunes inspecteurs qui viennent d'être mis sur le terrain sont également avec nous. Ce qui se fait au niveau du ministère, au niveau de la DEG, la direction de l'enseignement secondaire général, c'est beaucoup plus formé
les inspecteurs pour que les inspecteurs puissent après former les enseignants. C'est ça la politique en fait qui se fait. Parce qu'on ne pourra pas peut-être réunir tous les enseignants et leur donner une formation qualitative. Donc ce sont les inspecteurs qui sont en formation et évidemment les inspecteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes en fait. On a fait plusieurs formations des inspecteurs à Ngotien et puis il faut remarquer que ces inspecteurs sont très très impliqués. Quand on met à leur disposition les moyens, il faut les moyens en fait. Il y a les moyens financiers, il faut encourager aussi les enseignants parce que j'ai eu des enseignants qui se sont plaints qu'ils vont à des formations, mais bon, les indemnités, les primes de déplacement ne sont pas, je dirais, en conformité avec l'énergie qu'ils développent. Donc, il faut encourager, il y a un encouragement en fait à faire au niveau de ces enseignants et au niveau de ces inspecteurs également, mettre les moyens à leur disposition. Et je pense qu'on a un personnel en fait, sur le plan national qui est disposé à élever le niveau de l'enseignement si on met les moyens. Avant qu'on ne boucle cette émission, nous savons que vous avez été retenu avant l'élaboration de ce document sur les normes et sciences et technologies. Vous avez été retenu également par le ministère à travers la DSG pour faire une tournée de renforcement des capacités des enseignants dans plusieurs régions. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que vous avez constaté sur le terrain en termes de disponibilité de matériel, en termes d'engagement des enseignants? Le ministère m'a demandé la dernière fois même de faire un tour dans 5 écoles à Palimé pour voir ce qui se fait dans ces écoles, la disponibilité du matériel. Est-ce qu'il y a du laboratoire? Est-ce qu'il n'y a pas du laboratoire? Est-ce que le laboratoire est utile ou n'est pas utile? Mais avant ça, il y a presque une année en fait, on a fait le tour jusqu'à Dapaon, on a fait Kara, on a fait Dapaon, on a été dans plusieurs établissements et il y a du matériel. Il y a du matériel. Ça, par rapport à des moyens qui sont mis en application, il y a des laboratoires, il y a du matériel, il y a du travail qui doit être fait encore. Ce qui manque le plus aux enseignants, c'est beaucoup plus la formation. Et faire ce pas. Les enseignants ont cette inquiétude, la peur du fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait suffisamment de laboratoire. Si je commence à faire de laboratoire, on peut voir la théorie dans un livre, ébûcher un exercice par cœur et copier ça devant les élèves. Mais le laboratoire, c'est pas ça. Il faut aussi que nous sachions que tout ce qui est industriel dans le monde vient des sciences appliquées. Quand vous voyez un avion qui vole, vous devez savoir que c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la SVT. Quand vous voyez un bateau qui navigue, vous avez un tram, un métro, c'est purement de la physique en fait. Et donc, l'implication dans l'enseignement de ces disciplines doivent être faites d'une façon rationnelle, avec les disciplines, avec les règles de l'art, pour conduire les élèves en fait à atteindre ces niveaux de fabrication. Il y a cette peur qui fait que les enseignants se cachent un peu plus derrière le programme en fait. J'ai du programme à terminer, on a des exercices à faire, on a des TD à faire, mais le ministère prend les dispositions nécessaires pour que le laboratoire intègre vraiment le curricula et que ce soit une obligation. Il y a déjà les directives ministérielles pour que chaque enseignant des sciences fasse au moins 2 TP par mois avec les élèves en fait. Il y a du laboratoire, mais ce qui manque, c'est cette formation. Et cette formation, on ne peut pas dire qu'on a fait une formation cette année et puis ne pas le faire. La formation, elle est constante. On peut partir sur des... C'est pour ça qu'on parle même de formation continue. Voilà, voilà, c'est une formation continue. Donc, on prend des thématiques sur lesquelles on forme les enseignants et ils vont en classe et on fait le suivi pour s'assurer qu'ils mettent en application ce qu'ils ont reçu. Et puis après, on développe d'autres mathématiques. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Au PEM, par exemple, nous avons mis beaucoup de temps en fait pour arriver à avoir un personnel capable d'intégrer automatiquement le laboratoire dans le curricula. Donc, sur le plan national, il faut dire qu'il y a du matériel, il y a du laboratoire. Les nouvelles écoles qui sont en construction, il y a déjà des écoles qui sont en construction en fait à Dapaon qui s'inspirent déjà de ce référentiel. C'est le volet formation des enseignants qui est très très important parce que si vous n'avez pas l'expertise, vous avez beau avoir un laboratoire, mais ça ne s'utilise pas. Malheureusement, c'est ce que j'ai remarqué sur le terrain. Fidèles téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Eh bien, je crois que l'essentiel de ce que nous voulions vous présenter comme contenu dans ce document élaboré, le document sur les normes d'enseignement des sciences et technologies informatiques et ingénierie, eh bien, vous avez reçu les informations. Et si besoin est, eh bien, nous allons faire encore appel au consultant, M. Afanou, pour venir nous délivrer qui est en train de se faire de façon pratique sur le terrain. M. Afanou, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Votre dernier mot avant que nous passions à la conclusion. À l'endroit de tous ceux qui sont préoccupés par l'éducation, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Cet adage, j'aimerais que tout le monde le transcende en fait. Il faut savoir que l'école, c'est le 6e sens de l'homme.
Si vous n'allez pas à l'école, c'est tout comme vous perdez un de vos sens. Mais cette école, c'est une école de qualité. Donc la dynamique qui est mise en place actuellement pour ramener un enseignement qualitatif des sciences, de la technologie, de l'ingénierie dans le pays, j'exhorte tous les acteurs de l'éducation, y compris les parents, les élèves, les enseignants, les inspecteurs, les directeurs, à s'engager en fait dans cette dynamique pour que ce que nous n'avons pas fait sur les bancs, nos élèves le fassent. C'est ça en fait, c'est un changement de paradigme, c'est aussi un défi pour dire que moi j'ai fait la charge et décharge des condensateurs, mais je n'ai jamais vu un condensateur, je n'ai jamais vu la résistance à travers laquelle j'ai chargé, j'ai jamais vu un oscillo sur lequel je veux lire la caractéristique, l'évolution du courant. Aujourd'hui, je veux que mes élèves acquièrent d'une façon pratique ces compétences. Vous êtes capable de faire, nous sommes capables de le faire, et c'est ça que chaque enseignant doit avoir comme bâton pèlerin en fait, pour pouvoir diriger les élèves que nous aurons devant nous et pour pouvoir élever le niveau éducatif dans ce pays. Je vous remercie. Merci monsieur le consultant. Merci à vous téléspectateurs qui nous avez suivis dans ce numéro qui a porté sur l'enseignement des sciences, technologies et mathématiques et ingénierie. Comment l'enseigner pour que nos élèves aient les compétences dont ils ont besoin pour s'orienter dans des filières porteuses, voilà, et qui puissent eux-mêmes être capables de créer, ou même s'ils sont recrutés quelque part, que vraiment qu'ils soient véritablement des agents transformateurs et rentables pour la société et pour le service pour lequel ils font ce travail. Eh bien, c'est sur ces mots que nous, on vous dit merci véritablement de nous avoir suivis. Merci à notre consultant. Bye.